Vous écoutez le podcast de l'Institut du genre en géopolitique, think tank qui adopte le prisme du genre pour analyser les relations internationales. Nous sommes Déborah Rouache et Alice Apostoli. Et tous les mois, nous échangeons avec des personnes de toutes spécialités afin de mieux appréhender les dynamiques de genre dans les sociétés mondiales. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast de l'Institut du genre en géopolitique. Nous sommes en présence d'Armelle Barré, référente genre au réseau de solidarité internationale F3E, dédié à l'amélioration de l'impact et de la qualité des actions de coopération décentralisée et de solidarité internationale. Vous êtes également co-autrice du Manifeste pour en finir avec le sexisme dans l'économie sociale et solidaire qui est disponible en librairie chez les éditions L'Atelier. Aujourd'hui, nous allons introduire la notion de transversalisation du genre dans le domaine de la solidarité internationale. Pour notre première question, Armelle, nous aimerions savoir comment définiriez-vous la notion de transversalisation du genre pour nos éditorices les moins renseignés sur la question. Bonjour à toutes les deux et bonjour à toutes et à tous. Pour parler de transversalisation du genre, il faut peut-être redire rapidement ce qu'est le genre. En résumé, le genre se réfère aux rôles masculins et féminins socialement construits qu'on apprend ou qui nous sont imposés à travers le processus de socialisation. Et surtout, c'est un système social qui hiérarchise les groupes et les individus à partir d'un critère qui est prétendument objectif, le sexe. Et le genre, en articulation avec d'autres critères de domination, détermine l'accès au pouvoir. Alors, la transversalisation du genre, déjà, c'est la traduction en français de gender mainstreaming, désolée pour l'accent. Ça consiste à dire plusieurs choses. D'abord, que la perspective de genre doit être prise en compte dans toutes les actions mises en place par une structure. D'autre part, que le genre doit être pris en compte dans toutes les phases de l'action, avant l'action, au moment des diagnostics, des analyses de contexte, pendant l'action, au moment de la réalisation des activités et dans leur suivi, et puis après l'action, au moment de son évaluation. Et enfin, le genre doit être pris en compte dans l'organisation de la structure elle-même. Du coup, ça implique que de nombreux acteurs et de nombreuses actrices sont impliqués dans cette transversalisation du genre et que ces acteurs et ces actrices ne sont pas toutes et tous formés au genre, voire qu'ils ou elles y sont résistants. Et donc, il faut former ces personnes pour qu'elles sachent ce que c'est que le système de genre, qu'elles aient conscience des rapports de domination liés au genre, etc. Et je dirais aussi que ça implique que tous et toutes adoptent des attitudes favorables à l'égalité, et donc que ça suppose des changements de comportement pour bannir les comportements sexistes, mais aussi les biais sexistes que nous avons toutes et tous internalisés. Et enfin, oui, ça nécessite une modification des routines professionnelles. Donc, en résumé, la transversalisation du genre, ça implique à la fois l'intégration du genre dans toutes les actions menées et sa prise en compte dans la dynamique interne aux organisations qui les portent. Tout ça pour favoriser un changement profond des rapports de pouvoir. Merci pour cette définition très complète. Et en quoi cette transversalisation du genre au sein des ONG de solidarité internationale est-elle importante? Quels sont selon vous les enjeux spécifiques? De plus en plus d'ONG, soit parce qu'elles sont convaincues, soit parce que c'est une injonction des bailleurs de fonds, intègrent une perspective de genre dans leurs projets. Mais dans beaucoup de cas, elles se questionnent pas ou peu sur ce qu'elles véhiculent elles-mêmes. Alors que les ONG, comme toutes les organisations, sont des constructions sociales. Elles sont faites de personnes qui ont été socialisées comme des hommes ou comme des femmes et qui ont donc intégré les rôles sociaux liés à leur genre. Du coup, on peut pas dissocier une organisation des personnes qui la composent et des rapports de pouvoir qui ont lieu entre ces personnes. Ces rapports de pouvoir pouvant être liés au genre, évidemment, mais aussi à d'autres rapports sociaux, évidemment. Et du coup, là, on parlera d'intersectionnalité. Et ne pas regarder ces rapports de pouvoir, les ignorer, c'est de fait les renforcer ou contribuer à les renforcer. Or, l'égalité doit être, a fortiori pour les ONG, qui ont quand même un objectif de transformation sociale. Cette égalité, ça doit être une volonté politique, et du coup, sa mise en œuvre doit être de l'ordre de la responsabilité collective. Le genre, c'est pas seulement le fait que les femmes participent moins à la vie publique que les hommes, c'est pas seulement que les femmes travaillent gratuitement au sein de leur foyer, c'est une question vraiment de rapport de pouvoir. Et du coup, l'égalité, dans de nombreux cas, elle est proposée à des normes masculines. Si par exemple une femme est à la tête d'une structure et utilise les mêmes mécanismes de domination pour administrer sa structure, est-ce qu'on a vraiment fait avancer les choses? Est-ce que l'égalité de genre a progressé? Je suis pas sûre.
Ce qui me semble important, c'est vraiment de questionner ces normes de domination. Et en plus, les ONG internationales, bon, ce qui est une façon assez polie de dire les ONG occidentales, interviennent dans un contexte qui est post-colonial. La solidarité internationale, elle est née au lendemain des décolonisations. Et certaines de ces pratiques ont assez longtemps été accusées de perpétuer le système de domination coloniale. Si la plupart des ONG, évidemment, cherchent à se détacher le plus possible de ça et se réclament de valeurs anticolonialistes, antiracistes, etc., il y a quand même certains modes de fonctionnement qui comportent le risque de reproduire des relations inégales. Le fait que les financements se concentrent au nord et transitent par les organisations du nord, le fait que les formations et les diplômes les plus reconnus et donc l'expertise formelle soient dispensés par des organisations du nord, le fait que les centres de décision des ONG internationales soient surtout au nord, etc. Et du coup, réfléchir à tout ça, à la transversalisation du genre au sein de sa propre organisation de solidarité internationale, à mes yeux, c'est vraiment essentiel parce que ça permet d'être le plus possible en cohérence entre ce qu'on dit, ce qu'on va faire, c'est-à-dire réduire les inégalités sur le terrain, et ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire réduire les inégalités de pouvoir au sein même de son organisation et dans les rapports de son organisation avec ses partenaires et les destinataires de ses projets. Vous évoquiez les ONG occidentales et justement, pouvez-vous nous dire quelles sont les tendances au sein des ONG françaises concernant l'intégration du genre dans leurs activités, leurs visions et leur organisation interne ? Les ONG françaises, j'ai l'impression, se divisaient jusqu'à il y a quelques années en deux camps, on va dire. Alors d'une part, des associations très en avance sur les questions du genre, convaincues, qui se revendiquent du féminisme, qui intègrent une perspective de genre et qui défendent des valeurs liées au genre. Et de l'autre côté, des ONG qui envisageaient pas le genre comme quelque chose de transversal, mais plutôt comme un secteur ou justement un domaine réservé à des associations plus militantes. Du coup, qui ne considéraient pas le genre comme une grille de lecture de la société, mais vraiment considéraient que c'était des projets adressés à des femmes et en général des projets liés à la santé sexuelle et reproductive, des projets d'éducation, d'alphabétisation, des projets d'autonomisation économique des femmes par exemple. Cela dit, dans les projets techniques, je sais pas, une construction, la gestion des risques d'inondation, on avait du mal à considérer que le genre pouvait être intégré de façon pertinente. Cela dit, quand même, depuis plusieurs années, il y a de nombreuses ONG françaises, je pense, qui intègrent une perspective de genre dans leurs projets. Et on voit, par exemple, au niveau des formations, que quand ça fonctionne le mieux, c'est quand il y a un croisement avec des thématiques ou des sujets précis. Dans le cadre d'un projet que je coordonne avec le F3E, on accompagne des ONG qui sont sélectionnées sur des thématiques précises à l'intégration d'une perspective de genre dans leur projet. Et on voit que ça fait bouger les choses. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que ça dépasse pas toujours les projets. Il y a des ONG qui ont été accompagnées sur différents projets parce qu'elles ont été sélectionnées sur différentes thématiques. On voit que ça a quand même du mal à infuser au niveau de la structure. Du coup, j'ai l'impression que pour ce qui est de l'intégration dans les organisations, c'est un peu plus timide aussi parce que ça implique des changements de posture qui sont pas faciles à faire pour les personnes concernées. Mais il y a quand même des outils qui existent à l'heure actuelle, par exemple le fonds de renforcement institutionnel des organisations, qui est un fonds porté par Coordination Sud, la plateforme des ONG françaises, qui permet de financer des diagnostics genre et donc de progresser dans l'intégration du genre dans les organisations. Cela dit, c'est pas encore quelque chose de partagé. Il y a un dernier élément peut-être, c'est que dans le cadre de mon travail, on organise des ateliers de ce qu'on appelle une communauté de pratique genre. Et c'est le deuxième cycle d'atelier sur le genre. Et dans le premier cycle d'atelier, on avait l'impression que vraiment les personnes qui participaient, c'était des personnes qui étaient déjà convaincues. Pas forcément qui travaillaient dans des organisations féministes, mais en tout cas des personnes qui à titre individuel étaient déjà convaincues. Et là, dans ce deuxième cycle d'atelier, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui n'étaient pas a priori vraiment convaincues, ou en tout cas pas militantes,
qui se disent ah mais en fait je vais aller écouter, je vais aller discuter, je vais aller échanger, je vais aller apprendre, je vais aller aussi proposer des choses parce que finalement il y a plein de fois où on fait des choses sans même tout à fait le savoir, mais en analysant le contexte de façon un peu spécifique, on fait des choses. Et du coup j'ai l'impression quand même qu'il y a un élargissement, donc je dirais qu'il y a une tendance positive au niveau des ONG françaises. Rassurant. Il existe aussi des aides au développement qui privilégient les projets soutenant une meilleure égalité femmes-hommes. Selon vous, favorise-t-elle une transversalisation du genre dans la solidarité internationale? Alors, je suis pas certaine en fait que, comme je vous disais, il y a, à mon avis, souvent une rupture entre guillemets entre l'intégration d'une perspective de genre dans les projets et le passage à l'organisation. En tout cas, c'est pas forcément une rupture, mais disons qu'il y a un temps long. Parce que certes, il y a une porosité entre l'intégration d'une perspective de genre dans les projets, dans les actions, et en général, du coup, ça influe aussi sur les personnes qui portent ces projets, parce qu'une personne qui va être très résistante sur le sujet va avoir du mal à intégrer une perspective de genre dans un projet, et à l'inverse, une personne qui n'était pas particulièrement résistante quand elle intègre de façon systématique une perspective de genre à un projet, va pouvoir évoluer. Et ça, par capillarité, il peut y avoir aussi une influence sur l'organisation. Dans d'autres organisations, c'est l'inverse. Il y a une injonction à intégrer une perspective de genre de façon transversale, et du coup, ça découle dans les projets. Disons que suivant les organisations, ça vient d'un côté ou de l'autre. Mais en tout cas, je mettrais pas. Je dirais que c'est pas de façon systématique. Il n'y a pas un lien systématique entre une intégration du genre dans les projets à une transversalisation vraiment du genre dans les organisations de solidarité internationale. Parce que ce passage à l'organisation, c'est pas toujours facile vraiment. Quels sont les principaux constats que vous avez pu faire concernant la transversalisation du genre dans les ONG de solidarité internationale? À l'heure actuelle, j'ai quand même l'impression que c'est pas encore vraiment transversalisé. Je pense qu'il y a une tendance vers, mais c'est pas encore le cas. Il y a de plus en plus d'intégration du genre dans les projets, c'est vrai, et même de façon un peu systématique pour certaines structures, mais la transversalisation dans les organisations un peu moins. Par exemple, lors du dernier confinement, puisque on va parler de l'ancien confinement, il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont été faites, notamment dans le secteur de la solidarité internationale, pour savoir quels étaient les impacts du confinement sur les organisations de solidarité internationale, notamment au niveau des ressources humaines, mais pas seulement. Et en fait, on s'est rendu compte que aucune de ces enquêtes ne prenait en considération la perspective de genre. Comme si cette question du genre n'existait pas quand on parle des organisations françaises de solidarité internationale. Et donc, il y a un petit groupe d'ONG et de réseaux du secteur qui a lancé une enquête spécifique confinement lié au Covid, RH et genre, dans les organisations de solidarité internationale. Donc, on a lancé un questionnaire. Il y a eu un peu plus de 300 personnes qui ont répondu. Et on a fait un premier webinaire de partage des premières conclusions qu'on avait tirées de ce questionnaire. Et puis là, on a travaillé ça encore cet été, et il va y avoir un document qui va être produit bientôt et qui va être restitué lors d'un nouveau webinaire le 9 novembre prochain. Du coup, l'idée, c'était vraiment de voir cette articulation. Et le fait qu'on ait besoin de faire une enquête spécifique là-dessus, veut bien dire que c'était pas encore intégré de façon systématique au niveau des organisations. Donc, quels seraient les obstacles ou les points de résistance à l'adoption d'une approche genrée systématique dans les ONG françaises? Alors, je pense que les ONG sont un peu comme, malgré tout, comme le reste de la société sur certains sujets. C'est qu'on a beau avoir une croyance que comme on a des valeurs, forcément, on
on va être les plus égalitaires et les plus équitables possibles, etc. Parce que, vous voyez, nous, on n'est pas des méchants. On souhaite être les plus égaux possibles et les plus égales possibles. Mais on a aussi une espèce de croyance de la neutralité. Et du coup, cette croyance un peu répandue que l'égalité, c'est de proposer la même chose à tout le monde, quelle que soit la situation des personnes, quelle que soit leur position dans la société, etc. Il y a aussi, à mon avis, un deuxième frein, c'est cette croyance que le privé ne concerne pas la structure. Or, de fait, la situation personnelle des personnes qui travaillent dans une structure a un impact sur leur relation avec cette structure. C'est ce qu'on a vu dans notre enquête sur confinement lié au Covid, RH et genre. De façon assez systématique, ce sont les femmes qui ont assumé toute la charge liée aux enfants ou la plupart de la charge liée aux enfants. Ce sont des femmes qui étaient plus souvent que des hommes en situation de monoparentalité, donc avec des enfants et sans personne à qui passer le relais, et qui devaient continuer à fournir leur travail. Du coup, ça, quand c'est pas pris en considération par les structures, de fait, on est face à une inégalité. Donc, je pense que ça fait partie des obstacles. Que de garder cette croyance que l'égalité c'est la même chose pour chacun chacune. D'accord. Et du coup, en ce sens, que recommandez-vous pour y remédier et atteindre une pleine intégration du genre dans les organismes de solidarité internationale? Je pense que la première chose, c'est des formations systématiques. Mais on voit bien que c'est pas encore intégré. Coordination Sud, par exemple, propose des formations, a proposé par le passé, en tout cas, des formations sur l'intégration du genre dans les ressources humaines, et il y avait très peu d'inscrites. Parce que les personnes en responsabilité dans les ressources humaines se sentaient pas très concernées, comprenaient pas trop l'intérêt qu'elles avaient à venir être formées sur le sujet. Et donc, c'était plutôt les formations genre, on le voit, celles qui fonctionnent bien finalement, c'est celles qui sont plus axées sur les projets, parce que quand on est porteur d'un projet, on peut avoir des injonctions bailleurs, ou on peut avoir quand même cette idée que c'est pertinent d'intégrer du genre dans notre projet, et donc on va chercher une formation sur le sujet. Mais vraiment, les formations sur l'intégration du genre dans l'organisation, c'est plus compliqué. Du coup, Coordination Sud a mis en place un manuel d'auto-formation qui permet de travailler ça, et du coup qui permet aussi à des personnes qui sont convaincues d'aller l'envoyer à leur responsable des ressources humaines en disant regarde, voilà, ou alors à leur gouvernance, parce qu'on a aussi des questions, des enjeux forts au niveau du genre dans les gouvernances, qui sont un haut lieu de pouvoir au sein des organisations de solidarité internationale, qui sont la plupart du temps des associations. Du coup, c'est vraiment intéressant de travailler ça à tous les niveaux. Donc des formations, évidemment. Une des résistances, c'est de dire on n'a pas le temps, c'est pas prioritaire financièrement, mais du coup, voilà, tout ça, c'est une question de décision politique, de positionnement politique. Est-ce que on décide que l'égalité c'est une priorité, ou est-ce que on remet ça plus tard? En fait, en creux, c'est ça. Bon, c'est pas ce que vous diront les gens concernés, évidemment, mais en creux, c'est ça. Et ces formations systématiques, là, je parle des personnes en situation de pouvoir dans les organisations, mais je pense que c'est vraiment de façon systématique, y compris dans les formations de gestion de projet, il devrait y avoir ça. Dans les formations de gestion de financement, il devrait y avoir quelque chose sur la budgétisation sensible au genre. De façon vraiment systématique, il pourrait y avoir des formations. Et un des sujets sur lesquels il a été assez pertinent, il a semblé pertinent de
d'insister, c'est la question des savoirs situés. C'est de dire de façon globale, on a tendance à considérer que le savoir qui vaut, c'est le savoir dominant, donc le savoir formel, etc. Et toute l'idée là, c'est de dire, en fait, quand on est à l'intersection de plusieurs discriminations, et on a un savoir qui est situé et qui est très différent du savoir dominant et qui va apporter des choses différentes. Et cette richesse, ça va être riche d'avoir des points de vue très différents sur un même sujet, des postures différentes, etc. Et du coup, voilà, c'est quelque chose de vraiment hyper intéressant, ces savoirs situés. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, dans certaines structures de solidarité internationale, on a encore peu intégré ces notions-là, et on a encore, on n'est pas toujours très représentatif de la société française quand on regarde les salariés d'une structure de solidarité internationale, par exemple. Du coup, c'est aussi quelque chose de super intéressant, les savoirs situés, et c'est quelque chose sur lequel on travaille. On travaille aussi sur les questions de la posture d'allié, par exemple. C'est comment les hommes peuvent être des alliés sur le genre, comment moi en tant que femme blanche je peux être alliée des personnes qui sont à l'intersection de plusieurs discriminations, sachant que moi je ne vis que la discrimination liée à mon genre. Du coup, voilà, cette posture d'allié, c'est aussi quelque chose sur laquelle on souhaite travailler. Donc cette posture d'allié pourrait contrer cette image un peu néocolonialiste des ONG françaises ? Alors, je pense vraiment que oui, il y a une posture d'allié qui pourrait contrer cette image. Alors, je suis pas en train de dire que toutes les ONG françaises ont une posture néocolonialiste, mais parce que beaucoup travaillent justement sur leur posture de partenariat notamment. Et cherche à mettre en œuvre des partenariats plus égalitaires. Mais la question de la plus-value d'une ONG de solidarité internationale par rapport à une ONG de solidarité locale ou nationale, n'empêche qu'elle se pose. Du coup, comment on travaille ça ? Au-delà des formations, est-ce que vous avez des idées, ou c'est vraiment les formations qui sont au cœur, qui pourraient un peu débloquer cette situation de résistance au sein des ONG ? Alors, j'ai l'impression que c'est un premier pas un peu essentiel. Par contre, après, non, il y a plein d'autres choses. Il faut outiller, il faut faire des papiers de positionnement, il y a plein de choses à faire en fait. Mais j'ai l'impression que ce premier pas de la formation ou de la sensibilisation, c'est peut-être pas une formation de façon aussi forte que ça, mais ne serait-ce qu'une sensibilisation et d'éviter d'avoir face à nous des personnes qui sont résistantes ou qui ne comprennent pas du tout pourquoi on aborde ce sujet. Et donc voilà. Et après, non, il faut outiller, et c'est un peu tout l'enjeu du F3E, c'est de proposer justement des boîtes à outils, des notes d'enjeu, etc. Je pense que c'est vraiment important, et c'est important d'en parler. Du coup, c'est aussi la raison pour laquelle je suis beaucoup ce que vous faites, parce que c'est vraiment intéressant de montrer que c'est partout et tout le temps, et du coup c'est vraiment constitutif, hyper important. Merci beaucoup, ça nous touche énormément. Et donc selon vous, quelles seraient les perspectives d'avenir pour la transversalité du genre, au vu des boîtes à outils que vous créez, de l'inertie des mentalités ? Pouvons-nous être optimistes ? Alors moi j'avoue que si j'étais pas optimiste, j'arrêterais de travailler sur le sujet. Parce que si je croyais pas qu'on pourrait arriver à quelque chose et améliorer les choses, évidemment, je sais pas, je pense que je jetterais l'éponge. Donc oui, évidemment, je suis optimiste. Je pense, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il y a des évolutions, qu'il y a des personnes qui commencent à se dire que ah oui, tiens, c'est vrai, en fait, c'est pertinent de prendre en considération les inégalités structurelles qui existent. Après, ce qui est vraiment important aussi, c'est de faire attention à ne pas réduire le genre à quelque chose d'un peu
vidé de son sens. Et quand on parle de genre, on parle vraiment de rapport de pouvoir. On parle pas seulement de position des hommes et des femmes. On parle aussi de rapport de pouvoir à l'intérieur du groupe des hommes, à l'intérieur du groupe des femmes. Et voilà, et c'est important. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que de plus en plus de personnes sont à l'écoute, se questionnent. Et du coup, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de positif là-dessus. Donc après, charge aux personnes déjà convaincues de continuer à convaincre, de faire des autres des agents et des agentes de changement. Et puis que tout ça fasse boule de neige. Voilà. On l'espère. Merci beaucoup Armelle d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Nous remercions également celles et ceux qui nous écoutent et nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet igg-geo.org pour retrouver l'ensemble des productions que l'on propose. Nous vous disons à bientôt pour le prochain épisode.